Bonsoir, soyez les bienvenus. On est très heureux de vous retrouver comme tous les mardis soirs 20h-21h sur Watch TV. C'est iWeek, toute l'actu Apple en live, toute l'actu de l'écosystème Apple, je précise à chaque fois parce que évidemment on n'est pas une émission dédiée à Apple mais à tout cet univers, toute cette économie qui existe désormais autour de l'iPhone, de l'iPad, du Mac et de l'iPod, même si l'iPod a de moins en moins de place évidemment dans cet univers. On va passer une heure ensemble, on compte sur vous et sur vos tweets avec le hashtag iWeekTV que vous voyez en bas de l'écran. On a un beau petit programme comme d'habitude. Il s'est passé pas mal de choses ces derniers jours et ces dernières heures et on va en parler avec mes camarades que je vous présente tout de suite. Je vais commencer par par qui je commence. On va dire bonjour à Ellie qui se trouve du côté de Nice comme d'habitude. Salut Ellie, comment vas-tu ? Bonsoir Benjamin, bonsoir tout le monde. J'espère que vous me voyez parce que j'ai perdu le retour vidéo. Mais en tout cas, je suis là. Tu sais quoi, on va, je suis sûr réussir à arranger ça. Salut Ellie. MCS, c'est l'enseigne que tu as créée à Nice et à Cannes. Tu es revendeur Apple, Apple Premium Reseller, comme on dit, et tu es l'un des piliers de l'émission. Merci. J'ai tout dit ? L'essentiel ? Oui, c'est parfait. Bon, tu es prêt pour passer une heure de folie ? Mais oui, en plus avec plein de sujets intéressants, tu vois. Eh ben génial, merci beaucoup d'être avec nous Ellie comme quasiment toutes les semaines et avec toi un autre fidèle, un des autres visages que vous connaissez bien. Alors c'est pas le logo de Watch TV même si on l'adore. C'est Guillaume Jette. Salut Guillaume. Je vais rester comme ça parce qu'en fait j'ai plein de bordel sur mon bureau et je pense qu'il faut que je le cache en fait un petit peu. C'est pas terrible, j'ai pas le temps de faire le rangement avant. Comment ça se fait Guillaume ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Et parce que je suis quelqu'un qui travaille beaucoup, donc j'ai plein de trucs que je teste et tout, et puis là en fait on le voit pas, c'est des manettes de jeu, mais voilà, c'est pour ça. Je teste des choses sur mon ordinateur. Tu n'as pas rangé ta chambre avant l'émission ? Absolument monsieur, je ferai attention la prochaine fois monsieur. Bon, il faut dire que on a une équipe qui est généralement assez occupée, assez busy comme on dit, et donc aujourd'hui il y avait quand même assez peu de candidats pour participer et tu nous as rejoint au pied levé. Merci beaucoup Guillaume, c'est sympa de faire le joker comme ça de luxe. On va se retrouver dans un instant pour entrer dans le vif du sujet, pour parler de cette actu Apple qui nous passionne. Ne le cachons pas, à tout de suite. Alors si je vous dis périscope les amis, est-ce que ça vous fait penser à autre chose qu'un sous-marin ? Première question, qui veut prendre la main ? Je passe mon tour. Bon allez, vas-y Ellie. Bon, est-ce que ce serait par hasard une petite application pour faire du live tweet vidéo dans les familles ? Ouais, ça ressemble à ça je crois. Même qu'il y en a deux qui se battent. Ça devient intéressant, effectivement. Alors, essaye de reprendre le problème au départ. Raconte-nous. Oui. En fait, tout le monde tweet aujourd'hui. De plus en plus, on envoie des photos, etc. Et donc, ça a commencé par une société israélienne, il y a pas si longtemps que ça, qui a sorti une petite application, iPhone, iPad, qui s'appelle Meerkat. Ah ouais. Avec une petite icône jaune avec un animal, je ne sais pas lequel c'est, qui permet de faire ça. Et tout de suite après, il y a eu une annonce comme quoi Twitter avait racheté une autre société avec un produit qui s'appelle Periscope. Donc, c'est peut-être la réponse du berger à la bergère. Et donc, maintenant, il y en a deux. Une officielle et une autre qui marche aussi bien et qui font d'ailleurs les deux la même chose. Voilà. Et donc, Periscope a été acheté en janvier par Twitter, qui vient de l'intégrer en fait, qui vient de la rendre disponible pour le public. Ce qui est assez étonnant, c'est que c'est parti très 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 vite. Est-ce que vous l'avez l'un et l'autre installé, peut-être déjà utilisé ? Non, pas du tout. Installé, oui. Moi, installé, oui. Utilisé, non. Non, pas encore. Et si on faisait un test en direct, ça vous dit ? Oui, ça peut t'amuser. Alors, je sais pas. Alors, pour tout vous dire, je ne sais plus si je suis connecté sous Watch ou sous mon compte perso. Donc, Benjamin Vincent, je vais l'afficher à nouveau pour que vous l'ayez sous le coude. Très simplement, est-ce que je vais réussir à vous le montrer ?
on va faire quelque chose comme ça. Est-ce que vous le voyez? Voilà. En gros, j'ai juste installé l'appli qui est gratuite. Je me suis inscrit avec mon compte Twitter. Et donc, en 2 clics, voilà, j'ai un bouton Start Broadcast que je vais enclencher maintenant. Et voilà, à partir de cette seconde, comme on le voit là, je vais vous le remontrer. Voilà, ici, on est en direct sur Twitter. Tous ceux qui suivent le compte avec lequel je suis inscrits à Periscope reçoivent une alerte si les notifications sont activées, évidemment. Les commentaires, vous le voyez, sont en bas et montent progressivement. Et puis les petits cœurs à droite, ce sont les cœurs de ceux qui commencent à regarder et qui tapotent sur l'écran. C'est l'équivalent du like dans Facebook. Alors un truc un peu bête, c'est que j'ai pas encore trouvé comment on faisait pour retourner la caméra vers soi. Voilà, très simplement. Alors je sais pas si vous pouvez le voir. Voilà, là je tiens l'iPhone vers lequel je regarde et donc je vous dis à vous qui me regardez en ce moment en direct sur Periscope. J'espère que ça marche. Alors je vois les coucous d'Edgar, Beu, Mayonnaise ou les messages arrivent comme ça en temps réel et en direct. C'est assez étonnant, c'est très très puissant. On en a parlé avec Fabrice Arad et Stéphane Fodeux dans le nouvel épisode de Broadcast Time qu'on a tourné il y a quelques heures et que vous pourrez voir demain en première diffusion, donc mercredi à partir de 20h sur Watch. Voilà, les messages arrivent. Alors, je vais essayer de vous les montrer, ils sont plutôt sympas, j'ai de la chance parce qu'ils sont pas du tout modérés pour le coup, donc toujours un plaisir. Ne m'envoyez pas d'énormité s'il vous plaît parce qu'on est quand même une chaîne CSA, donc attention. TV, radio, voilà, bon, beau gosse, ça fait toujours plaisir, merci, c'est sympa. Voilà, donc c'est Periscope, effectivement Elie, tu l'as dit, c'est le nouveau concurrent de Meerkat. Apparemment, Periscope a une ergonomie qui a été beaucoup mieux pensée. Et ce qui est intéressant, ce qui est assez significatif, c'est que les stars se sont emparées très vite de cette nouvelle appli. Et parmi elles, il y a un ami de Watch TV, c'est Nikos Aliagas, qui a fait, je crois, hier, alors c'était peut-être pas son tout premier, mais en tout cas c'était son premier live sur Periscope, significatif, puisqu'il a commencé dans les loges du studio où il tourne l'émission avec Nicolas Canteloup, et ça s'est terminé sur le plateau. Je vous propose qu'on regarde un extrait de ce direct donc, que Nikos a fait hier grâce à Periscope, et on le commande dans un instant. Est-ce que vous voulez voir la loge de Nicolas Canteloup? La loge, ça c'est grand luxe ici. Il n'a pas de loge, Nico, c'est la... Voici la loge de Nicolas Canteloup. Voilà, show business quoi. Bon, alors vous voyez le principe, pendant qu'on regardait cet extrait du live de Nicolas Canteloup, en fait je continuais le live sur Periscope, donc je m'adressais à ceux qui étaient branchés sur le live. Je sais pas si vous aviez eu le temps de vous connecter, donc je pouvais en fait jouer à la fois la carte du direct de ce qui passe à l'antenne et en même temps faire partager les coulisses avec ceux qui sont connectés. Est-ce que c'est une appli qui vous semble intéressante? Parce que beaucoup de gens disent que c'est peut-être la nouvelle grande révolution de l'Internet et de la mobilité. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une appli de jeunes, en tout cas. Je pense qu'ils s'ils ne l'ont pas déjà fait, ils vont l'adopter immédiatement parce que c'est une sorte de Snapchat, mais en mieux. Ouais. Donc, peut-être pour ça. Moi, je ne vois pas encore avec quoi je vais pouvoir l'utiliser. Mais c'est vrai que je fais moins de direct, certainement, que toi. Donc, je ne sais pas trop, mais je l'ai installé, en tout cas. Ouais. Mais imagine un événement d'actualité. Immédiatement, les gens qui sont sur place peuvent dégainer leur téléphone et diffuser en direct tout de suite. Donc, ça va devenir un robinet à images pour les médias. Incroyable. D'ailleurs, Meerkat vraiment a fait parler de lui au moment de l'incendie à New York. C'était quoi? C'était il y a 8 jours, c'est ça, hein, je crois.
Les premières images sont arrivées comme ça. Alors bon, si on vous en parle dans iWeek, on en parle dans Broadcast Time aussi évidemment, mais donc l'émission consacrée à la production audio-vidéo broadcast. Si on vous en parle dans iWeek, c'est parce que Periscope est d'abord disponible sur iOS. Alors c'est pas non plus un succès énorme en termes de téléchargement, puisque sur l'App Store, je suis allé voir juste avant qu'on démarre, l'appli au classement des applis gratuites n'est que 71e, hein, derrière l'appli de Pôle emploi par exemple. Donc c'est pas non plus c'est pas un raz-de-marée, mais voilà, il y a beaucoup de gens très connus comme on voit Canteloup là avec Nikos. Voilà, Canteloup qui faisait Ségolène Royal à la demande de quelqu'un qui venait d'envoyer un petit message en lui demandant de faire Ségolène Royal. Donc il y a une interactivité qui est immédiate et qui est assez incroyable. Voilà, donc l'appli est dispo sur iOS. Là, les téléchargements vont démarrer en flèche pour tous les gens. Ah, exactement. Et exactement, le fait d'en avoir parlé ici, c'est sûr que ça va tout changer. Non, mais voilà, sérieusement, c'est vrai que c'est l'appli du moment et on pouvait difficilement ne pas vous en parler, ne serait-ce que pour que vous soyez au courant si c'était pas déjà le cas. Bon, on va rester dans des sujets qui nous concernent. Je voulais vous donner des nouvelles de mon MacBook Pro. Vous savez que c'est un... Il va bien, il a fait son petit rose ce matin. Il a fait, regarde, il est là. Alors je suis assez content de pouvoir vous le montrer parce que c'est quand même un feuilleton qui dure depuis 6 mois. Donc MacBook Pro 2011, la fameuse série affectée par le bug des processeurs graphiques Nvidia. Vous savez que je vous ai tenu un petit peu au courant au fil des mois. Vous savez que depuis 6 mois j'ai de gros problèmes. En gros, l'écran devenait bleu, strié, blanc et gris, etc. De manière totalement aléatoire, incontrôlable. Alors que j'ai perdu Ellie, mais on va le retrouver. Voilà. Après le début d'une action class aux États-Unis, des dizaines de milliers de signatures, Apple a enfin reconnu le problème. Donc, si vous avez le même souci d'affichage à l'écran, vous pouvez faire changer votre carte mère aux frais d'Apple. Si vous l'avez fait à votre frais, Apple vous rembourse désormais la réparation que vous avez engagée. Alors, ça a été très compliqué parce que moi, j'ai pour le principe voulu attendre qu'Apple assume ses responsabilités, on va dire. Il se trouve que j'ai eu un autre problème de disque dur et j'ai découvert un point dont tu étais sans doute déjà au courant, Guillaume. C'est que donc moi, j'avais enlevé le SuperDrive, donc le lecteur optique, pour mettre un deuxième disque dur. Alors d'abord, un premier conseil qu'on peut vous donner si vous voulez faire pareil, moi j'avais mis un SSD et un disque dur. Le SSD, il faut absolument le mettre à l'emplacement habituel du disque dur. Oui. J'avais fait le contraire bêtement, Guillaume, c'était une bêtise. Bah oui, parce qu'en fait, au niveau des performances, le bus SATA, c'est le connecteur sur lequel se branche votre disque, est beaucoup plus rapide que le connecteur du lecteur DVD. Voire, des fois, ça peut ne pas fonctionner du tout. Et apparemment, c'est ce que tu as eu, c'est que ça ne marchait pas du tout, je crois. Donc voilà. Donc oui, si vous avez décidé de mettre un disque dur, un SSD, donc un disque rapide, à la place du disque dur, mettez-le bien, non pas dans le placement de lecteur DVD, mais mettez-le à la place du disque dur pour avoir les meilleures performances et éviter des soucis. Voilà. Et donc, si vous mettez le SSD donc à la place du disque dur, vous voudrez donc mettre le disque dur à la place du SuperDrive que vous aurez donc enlevé. Il faut acheter un adaptateur qui a exactement la même forme que le SuperDrive pour pouvoir mettre le disque dur dedans. Après, on visse tout ça à l'intérieur et normalement, ça marche. En revanche, ce qui n'est pas possible, c'est d'utiliser les disques les plus récents avec cette génération de MacBook Pro. Donc les disques à 6 gigabits seconde, c'est écrit dessus. C'est les SATA 3 les plus rapides, les 7200 tours. Voilà, ils sont le plus souvent incompatibles. Donc c'est ce qui m'est arrivé. J'avais acheté un nouveau disque de 1 Tera et donc j'ai changé 3 fois pensant que ça venait du disque dur. En fait, ça vient d'une incompatibilité qui est connue, qui est référencée, mais il faut vraiment chercher pour le trouver. Et donc, on est obligé de se rabattre sur un disque à 5400 tours minutes. Donc, c'est du SATA 2 d'ailleurs, je pense. Guillaume, c'est juste le débit qui change. Je ne sais pas du tout, parce qu'après, je ne suis pas forcément les actualités du disque et autres. Non, par contre, de toute façon, ce qu'il faut se dire, c'est que les gros avantages des anciens MacBook Pro, les machines qui ont été faites après 2009, 2010 jusqu'à aujourd'hui, leur gros avantage, c'est que ce sont des machines dont on peut effectivement facilement faire évoluer les composants internes, disque dur, et mettre un SSD à la place. Et moi, ce que je recommande, c'est d'avoir un disque dur de stockage
stockage pour les données qu'on utilise moins couramment, et le SSD pour les données qu'on utilise le plus régulièrement. Ce que Apple propose par exemple avec le Fusion Drive. Oui, absolument. Une solution intéressante. Alors, pour tout te dire, j'étais en Fusion Drive auparavant, jusqu'au jour où ça a planté, et à ma connaissance, il n'y a aucun outil de réparation des Fusion Drive. Eh ben, alors je sais pas, il faudrait regarder du côté de chez Disk Warrior. J'ai pas regardé ce qu'ils en disent aujourd'hui, parce qu'en fait le problème c'est que le Fusion Drive c'est un peu particulier, c'est ce qu'on appelle un disque qui fonctionne au niveau logique, et en fait la plupart des utilitaires de disques fonctionnent sur un modèle de volume classique, donc c'est c'est un peu compliqué à expliquer, je dirais. Donc il y a une gestion logique des volumes qui est un peu complexe, et c'est vrai que la plupart des utilitaires se constatent soit d'attaquer vraiment au bas du disque dur, et en fait ils oublient un peu la couche intermédiaire. Donc ça dépend peut-être des outils, il faudrait que je regarde du côté Disk Warrior si savent gérer ça ou pas. Je vais m'enseigner, je vous dirai ça tout à l'heure. Bon, en tout cas à l'époque ça n'existait pas, donc j'étais juste planté avec un Fusion Drive qui ne fonctionnait plus, et je ne pouvais absolument rien faire pour récupérer mes données, donc j'ai considéré que... Je vais te répondre tout de suite d'ailleurs, apparemment Fusion Drive est bien supporté par Disk Warrior 5, qui est vraiment un des meilleurs utilitaires de gestion de disque sur Mac. D'accord. Bon, écoute, merci. Voilà ce point sur cette série l'avis du technicien. MacBook Pro 2011. Non mais écoute, pour une fois que je mets les mains dans le cambouis, et je peux dire que j'ai changé les disques des dizaines de fois pour arriver à trouver de l'origine de la panne. J'ai même fait changer la nappe, donc le connecteur entre la carte mère et le disque. Bref, c'était pas ça. Fin de 6 mois de galère, j'ai enfin un Mac qui fonctionne à nouveau, et ça fait vraiment du bien, parce que c'est vrai que c'est très... Et n'oubliez pas cet été, donc il y aura le MacBook Pro de Benjamin à la plage, et le MacBook Pro de Benjamin fait du ski l'année prochaine. Voilà. Sur vos écrans. Écoute, j'espère être tranquille pour un moment en tout cas. Bon, allez. Nous aussi, franchement. Ras-le-bol de ton MacBook Pro. Allez, on va. Décidément, on a du mal. On perd Ellie constamment, donc c'est pas grave. On va quand même embrayer, Guillaume, avec toi sur le premier sujet d'actu. Il concerne le Mac le plus récent, celui qui a été annoncé lors de la dernière keynote, ce fameux MacBook. Donc avec un seul connecteur USB de type C, on en a parlé, c'était suffisamment nouveau pour que ça provoque pas mal de réactions. Les premiers tests commencent à sortir, et c'est vrai qu'on avait un petit doute sur la puissance de cette machine. Bon, c'est clairement pas un MacBook Pro a priori sur le papier. Surprise, quelle surprise. Non, c'est exactement le positionnement du MacBook Air, mais il n'y a aucune surprise à ce niveau-là, je dirais. C'est exactement le positionnement du MacBook Air en 2008, quand il est sorti, qui était intermédiaire qui était une nouvelle gamme de machines, en fait. Et en fait, là, le MacBook reprend le positionnement du MacBook Air. Donc, effectivement, les performances, c'est des processeurs ultra mobiles, donc qui sont un peu moins puissants que les processeurs classiques. D'un autre côté, vous avez vu, ce qu'il y a, c'est que cette machine, elle est conçue pour être extra légère, et puis avec une carte mère qui est grande comme ça. Ouais. Donc, du coup, forcément, ça a un impact sur les performances. Ouais. Oh, Ellie est revenu! Il est revenu, Ellie! Bon, Ellie, on a embrayé en ton absence très momentanée sur les premiers tests du MacBook, donc ce nouveau portable. Voilà, puissance, comme on s'y attendait, relative. C'est un peu ce qu'on avait dit lors de l'annonce. Moi, mes techniciens, mes geeks avaient dit on attend avec impatience de pouvoir le tester, parce que normalement, le processeur, c'est plus un processeur de tablette qu'un processeur de portable. Donc, mais ils avaient dit ça sans l'avoir touché. Et c'est bien ce qui semble se confirmer. Oui, c'est ce que j'ai lu tout à l'heure. Ouais. Oui. Donc, alors, pour les processeurs, juste, on va pas rentrer dans le détail technico-technique, mais non, c'est pénible. On sait que c'est donc cette génération de puces qui s'appelle Broadwell, c'est son nom. Donc, ce sont les Core M de chez Intel. Voilà. Finalement, un bon Core i7, ça reste bien. Ah oui, pour l'instant, oui, ça reste inégalé, le Core i7, oui. Mais après, faut pas oublier, encore une fois, il y a aujourd'hui, un portable, c'est un compromis de différentes choses. Oui, le Core i7, c'est bien, mais ça chauffe, ça a besoin d'un ventilateur. Là, par exemple, le mien est en train de tourner pendant que je fais la vidéo, puis en plus, j'ai un processus qui a dû s'emballer, donc vous l'entendez pas, mais il tourne. Moi, je l'entends un petit peu. Alors, c'est un Retina, il est magnifique sur plein de points, je l'adore. C'est le MacBook Pro Retina 15 pouces, c'est une machine que je trouve fantastique et j'en changerai pour rien au monde. Mais elle a ses défauts, elle a moins d'autonomie que les autres, elle a ses défauts. Et forcément, ce qu'on cherche chacun dans un portable, c'est pas la même
chose. C'est pour ça qu'il y a différentes gammes de portables avec des positionnements marketing différents et des positionnements tarifaires différents. Ouais. Et là, le MacBook, c'est une machine d'ultra mobilité avec la puissance nécessaire pour travailler au jour le jour. Alors, faut aussi arrêter de me faire un peu marrer quand les gens disent ça suffira pour faire pour faire du traitement de texte, tout ça. Ouais, enfin, tu peux faire de la vidéo avec iMovie sur un MacBook, t'inquiète pas, ça va marcher, il y a pas de problème. La puissance des processeurs qu'on a aujourd'hui, elle est largement suffisante, bien même sûr. Sur un MacBook de base, pour faire de la vidéo en Full HD. Enfin, je vois pas du tout où pourrait être le problème. Après, c'est sûr que si vous dites tiens, je vais faire du compositing vidéo avec 300 sources différentes, je sais pas quoi, forcément, c'est pas fait pour ça. Mais je dirais même, il n'y a peut-être même pas forcément de machine de bureau, de portable qui sera conçue pour ça. Le portable, c'est un compromis de puissance, de taille d'écran, d'autonomie, et c'est quand même le nerf de la guerre. Ouais. Et des fois, sur ces trois critères-là, il faut faire un choix entre deux. C'est pas, on peut avoir les trois en même temps, c'est très difficile. Et pour justement en complément de ce que tu dis, Guillaume, pour faire beaucoup de vidéos forcément et de montage avec Final Cut, on monte tout à fait correctement, même sur un MacBook Air dans Final Cut. La vraie différence avec un MacBook Pro, c'est le temps d'encodage et d'export quand on veut créer quand on veut créer son fichier. Alors, en plus, on est sur des formats assez longs, donc on est sur 13 à 56 minutes. Donc forcément, quand on veut sortir 1 heure d'émission à partir d'un MacBook Air, je peux dire qu'on a largement le temps d'aller prendre 1, 2, 10, 20, 50 cafés, sans problème. C'est pas fait pour ça, on est d'accord. Ouais. Non, mais c'est pour ça qu'il y en a plusieurs. Oui, voilà. Guillaume a totalement raison. C'est pour ça qu'il y a une gamme. Donc, Bien sûr, c'est une gamme. Après, on choisit ce qu'on veut dans la gamme. Puissance, mobilité. Voilà. Après, il y a des gens qui trouvent que le MacBook Pro 15 pouces, c'est trop gros pour eux et ça va pas. Ouais. Et oui, tout à fait, ça peut être trop gros pour eux et c'est presque 2 kilos et ça peut être gênant pour pas mal de monde. Mais voilà. Bon, voilà, à suivre et on a hâte évidemment de mettre la main sur ce nouveau MacBook. Dispo quand le 10 avril, hein, ça colle le même jour que les précommandes de l'Apple Watch. Et ça, c'est pour nous distraire. Voilà, c'est pour nous exactement, c'est pour nous distraire. Et justement, à propos d'Apple Watch, on va en dire 2 mots. Il y a moins d'actu que la semaine dernière. On sent qu'on est dans l'œil du cyclone. Avant l'arrivée de la montre, voilà. Mais on est à J-10 des précommandes et à 3 semaines et demie de l'arrivée commerciale de la montre. Alors on avait parlé la semaine dernière avec toi, Ellie, de cette appli de réalité virtuelle qui permet entre guillemets d'essayer l'Apple Watch. Oui, on avait fait même une démo en live. Ouais, on avait fait une démo en live. Je vous renvoie au replay de l'émission de la semaine dernière qui sera en ligne tout à l'heure. On a eu apparemment un petit bug, donc on va très vite le régler. Vous pourrez revoir l'émission dans la soirée. Alors, tu nous avais dit que l'appli était installable directement depuis le site de l'éditeur, du développeur la semaine dernière. Il s'est passé pas mal de choses depuis. Il semblerait qu'Apple ait trouvé la façon de combler ça parce que ça n'a pas dû leur plaire. Et donc, c'est normal. C'est normal. Oui, c'est une bonne guerre, mais bon. Non, mais attention, là-dessus, faut pas être surpris. Le certificat qui est utilisé, c'est un certificat d'entreprise. C'est pour déployer normalement des applications dans un cadre d'entreprise. Là, c'est plus du tout le même cadre. Alors, désolé pour Christophe, que je salue au passage, qui a développé l'application avec son équipe d'Underside. Mais à partir du moment où les règles sont pas respectées, Apple peut dire vous n'êtes plus dans le terrain qu'on a décidé. Donc, boum. Mais ça me choque pas. Moi, ça me choque pas qu'Apple réagisse comme ça. Alors, ce qui est le plus drôle, c'est plutôt la fin de l'histoire, je trouve. Oui. Alors avant d'y venir, juste parce que c'est important que tout le monde comprenne, tu peux juste nous revenir sur on va dire cette combine qui avait été utilisée pour. C'est pas une combine en réalité. C'était pas la voix officielle, on va dire. C'est pas la voix officielle quand effectivement, en fait, je pense que chez Underside, peut-être que Christophe pourrait nous expliquer là-dessus sur Twitter, mais ils savaient très sûrement que l'application allait se prendre le mur de l'App Store, où ils ont peut-être voulu la sortir très rapidement pour la sortir avant le lancement de la Watch, et du coup,
il ne faut pas oublier que tout sur iOS aujourd'hui repose sur des systèmes de certificats. Donc en fait, ce sont des organismes de confiance. Et les certificats, donc voilà, vous avez des organismes de confiance qui sont déterminés sur l'appareil. Et après, en fonction des certificats que vous allez installer sur votre appareil, vous allez pouvoir bénéficier de confiance supplémentaire. Vous allez donner en fait des sources de confiance supplémentaires. Donc par exemple, là, Underside avait un profil qu'ils ont distribué qui permettait de dire voilà, vous pouvez grâce à ce profil installer les applications qu'on a développées. Alors c'est un processus qu'on développe dans Xcode quand on fait son programme. Et cette application, vous pourrez l'installer sans passer par l'App Store. Ok, très bien. Sauf que c'est dans le cadre, normalement, d'applications d'entreprise, donc développées pour une entreprise. Et quand vous décidez de passer une application qui est grand public en dehors de l'App Store en utilisant un certificat d'entreprise, c'est pas bien. C'est pas bien parce que c'est pas ce qui a été prévu au départ. C'est pas le système de confiance qui a été prévu au départ. Vous cassez le système de confiance. Donc c'est un peu normal qu'Apple dise non, on n'est pas d'accord. Donc du coup, boum, voilà. Voilà, la sanction est tombée. Alors, on n'a pas encore dit la fin de l'histoire, mais vas-y. Voilà. En fait, juste un petit détail supplémentaire, c'est que depuis iOS 8.02, Apple en fait a bouché une faille de sécurité, puisque ce système de télécharger à partir d'un site web avec un certificat était utilisé par des développeurs qui avaient des applis qu'Apple ne voulait pas du tout approuver, comme par exemple une appli très célèbre sur Mac, mais pas sur iOS, qui s'appelle Popcorn Time, dont on dira peut-être pas beaucoup de choses parce que ça permet de regarder des films en streaming et que voilà. Et donc pour la version iOS, ils avaient trouvé le moyen de le faire télécharger à partir d'un site web et en utilisant d'ailleurs une faille de sécurité par rapport à une date. Et donc Apple a immédiatement comblé ça à partir de la 8.02. Donc maintenant c'est plus possible. Voilà, c'est fini. Voilà, donc cette appli pour essayer virtuellement l'Apple Watch, elle n'est donc plus disponible sur iOS. Il n'y a plus moyen de la récupérer, hein, on est d'accord? Non. Ceux qui l'ont installé, moi je l'ai. Hein. Voilà, ceux qui l'ont, ceux qui ne l'ont pas ne peuvent plus la récupérer, sauf à avoir un smartphone sous Android. Voilà, c'est quand même assez étonnant, c'est-à-dire que maintenant l'appli est disponible sur le Play Store de Google, c'est ça? Voilà. Mais oui. Bon, plus laxiste que celui d'Apple. Et on peut même essayer les différentes tailles donc dans l'appli Android. C'est étonnant d'ailleurs parce que Google est un petit peu moins regardant qu'Apple par rapport aux apps qui sont publiées sur le store évidemment, mais bon quand même c'est. Mais je pense qu'après il faut pas non plus cacher faut oublier le truc, c'est avec le côté application qui permet de voir l'app sur la watch sur son bras, c'est sympa, mais je pense qu'il faut pas oublier le côté tactile et on a déjà parlé du côté émotionnel de la montre, ce qui fait qu'il vaudra mieux essayer de prendre rendez-vous quand même dans un Apple Store pour la voir et la toucher que se dire bah tiens je vais prendre en fonction de ce que j'ai sur mon bras qui ne sera pas le reflet réel de la réalité. D'ailleurs, ce n'est que du virtuel. Elie, alors ça je me retourne vers toi parce que c'est quand même c'est un sujet que tu suis de très très près, on le sait depuis plusieurs semaines maintenant, puisque les APR, ça n'a pas changé, n'auront pas l'Apple Watch au lancement. Alors, pas en France en tout cas. Donc depuis la semaine dernière, les choses bougent côté APR, la pression monte. J'ai de plus en plus de mails de mes confrères qui disent il faut faire quelque chose, on ne peut pas laisser les choses en l'état, etc. Donc maintenant, je commence à avoir une base de confrères qui voudraient qu'on fasse quelque chose. C'est quoi quelque chose ? Qu'on contacte Apple pour leur dire au nom de tous qu'on n'est pas très content. Dans un premier temps, on va la jouer cool en partenaire. Parce que pour l'instant, on a eu un coup de fil, c'est tout à fait officieux, en disant « vous ne l'aurez pas ». Donc, comme souvent, quand c'est un cas embêtant comme ça, Apple ne nous l'écrit pas. Parce que les écrits restent, donc on ne sait jamais. Oui. Mais on aimerait bien qu'Apple ait une position officielle. C'est-à-dire que bon, on a quelqu'un qui nous a appelé pour dire vous ne l'avez pas. Bon, ok, cette personne ne représente pas Apple, donc on aimerait bien qu'Apple nous dise officiellement si on va l'avoir, quand, si on ne va pas l'avoir, pourquoi. Mais au moins que les choses soient claires. Donc il faut que vous posiez la question de manière un petit peu officielle, c'est ça ? C'est un peu ça, oui, parce que pour l'instant, quand on leur dit gentiment au téléphone, ils nous disent on t'a déjà dit au téléphone. Ouais. Bon. Alors, l'Apple Watch, on en parle un peu moins cette semaine parce que on est un petit peu dans le ventre mou. Ouais, on en reparlera. Juste un mot, et c'est justement plutôt, je pense à Ellie que je m'adresse. Un quart d'heure, c'est ça ? Ce sera le temps imparti par essayage, on peut dire ça, de l'Apple Watch dans les Apple Store, sauf pour ceux qui viseraient l'Apple Watch Edition.
Donc à plus de 10 000. Ils auront droit à 16 minutes. Ils auront droit à 15 minutes de plus, c'est ça? Mais oui. Et dans une salle privée. Ah, ouais, avec un café et de sucre. Exactement. Et seuls quelques Apple Store qui ont des briefing centers pourront le faire. Donc la plupart des Apple Store n'auront pas l'édition Apple parce qu'ils n'ont pas de coffre et pas de briefing room où on peut isoler les gens et leur faire une démonstration avec des masseuses thaïlandaises, enfin tout ce qui vient. D'accord. Alors est-ce que pour être allé à l'Apple Store Opera à une réunion, est-ce qu'on parle de ces salles-là qui servent aux réunions, c'est ça? Exactement, qui sont magnifiques d'ailleurs. Le grand public ne voit pas, mais qui sont magnifiques. Alors, un autre détail, on commence à avoir pas mal de détails sur la façon dont ça va être présenté. Il y a eu des articles sur MacG, il y a eu des articles sur MacRumors, sur MacUser, etc. Et donc, on commence à voir les différents éléments de merchandising, et c'est pas mal, parce qu'il y a la table que tout le monde a vue, avec la partie vitrée. On a vu aussi des plateaux qui permettent qu'on range dans un tiroir qui contiennent 10 montres et une sorte de tissu qui va permettre de les poser. Donc ça, c'est pour faire les essayages. Et donc, ça sera dans des tiroirs fermés à clé. Et donc, seuls les employés Apple ayant un terminal de paiement avec un code RFID pourront ouvrir ce célèbre tiroir pour pouvoir présenter les montres. Et on a vu un troisième truc qui est assez intéressant parce que bon, un tiroir avec 10 montres ou un présentoir avec 10 montres, ça rentre dans un APR. Hein, je dis ça parce que ça nous intéresse. Mais ils ont présenté un truc encore mieux. Ils disent que pour les petites boutiques qui ne pourraient pas avoir ce type de tiroir, des petites boutiques Apple, ils ont présenté des petits présentoirs contenant un iPad mini et une Apple Watch Certi, une par catégorie qu'on vend. Et donc, il y a une sorte d'auto-présentation de l'Apple Watch qui permet de la toucher, certes, mais il y a toutes les caractéristiques sur un iPad mini posé à côté. Et c'est en fait un petit meuble en plastique, très joli d'ailleurs, qui a la taille en fait d'un MacBook. Donc ça, évidemment, ça rentre dans toutes nos boutiques. Hein. Et ben voilà. On est prêt à en mettre plusieurs d'ailleurs, s'il le faut. Donc maintenant qu'on a vu que ça existe, c'est pour ça qu'on va demander à Apple, bon, peut-être qu'on n'a pas la place de rentrer une merveilleuse table avec 40 montres, mais un petit présentoir, voire 3, voire 4, est prêt à le faire. Bon, ben voilà. On espère que le sujet va se débloquer, parce que ce serait quand même simplement juste que vous puissiez aussi proposer cette Apple Watch. Ben surtout, tu as vu les utilisateurs, la semaine dernière, il y en a qui ont réagi sur Twitter en disant « Mais nous, on n'a pas d'Apple Store à côté, alors on fait comment ?» Absolument. Donc, voilà. Absolument. Alors, à l'approche de la sortie, les apps pour la montre sont en train d'être peaufinées, en tout cas presque de sortir, hein, même si la montre n'est pas encore dispo. Les apps sont quasiment déjà disponibles. C'est le cas notamment de 3 applis qui ont été mises à jour. On parle de Uber, donc pour la commande de VTC, de Flipboard, donc l'appli c'est quoi, d'agrégation de contenu écrit, et puis le site le New York Times, donc qui apparemment et on a reperdu Ellie, c'est pas grave, le site du New York Times qui apparemment a signé un contrat avec Apple et donc qui est en train de se préparer à formater ses news et ses titres sous forme très très courte, puisque Guillaume, ce serait encore plus court qu'un tweet en fait, hein. Ah bah, tu vas pas mettre grand chose dans l'écran de la montre, hein, de toute façon, c'est sûr. Une ligne alors est-ce que c'est une ligne ou une phrase? Bah, tu auras marqué urgent, un événement. Voilà. Je suis revenu. Urgent, un événement. De toute façon, ce sera des notifications, ce sera forcément court. Mais c'est le but aussi de la Watch, c'est de pouvoir afficher rapidement une petite information. Puis après, tu la masques, tu t'es intéressé ou pas, et puis c'est tout. Donc après, il faudra juste pouvoir penser à désactiver des trucs qui t'intéressent pas, et c'est tout. Mais si Uber, ça peut être intéressant pour te dire, bah voilà, votre taxi est arrivé. Bon, bah ok, t'es content, tu vas pas sortir ton téléphone pour savoir ça c'est bien. Qu'est-ce que tu penses? Si Uber est encore autorisé dans 6 mois. Hein. Bon, on parlait du New York Times qui donc a signé un deal avec Apple et qui se prépare à sortir des titres plus courts que des tweets, puisque en une phrase. Une phrase, voilà. Oui, c'est un challenge pour les journalistes, mais ça va être sympa parce que justement, d'un coup d'œil sur la montre, on pourra avoir une info d'actualité et en une phrase, c'est parfait. Ouais. Voilà. Bon, en même temps, on sait que plus c'est court, plus c'est dur à faire. Hein. Oui, voilà, c'est pour ça que je disais que c'est un challenge. Voilà. Bon, il y aura des robots qui feront ça bientôt, donc ça sera très bien. Et donc, si j'ai bien compris, ces applis donc, ont été mises à jour ces dernières heures. Et donc, si on avait l'Apple Watch, on pourrait déjà utiliser
l'appli pour la montre, c'est ça? Oui, il y en a d'autres d'ailleurs, dont on n'a pas parlé, mais elles commencent à arriver. Moi, je reçois à peu près une dizaine d'applis mises à jour pour Apple Watch pratiquement tous les jours. Hein. Ah oui. Je dois en avoir déjà une trentaine. Hein. C'est vraiment. Hein. Parce qu'en fait, c'est des applis Mac, des applis, pardon, iOS. Des applis, oui. iOS. Et quand tu regardes qu'est-ce qui a changé, ils disent support de l'Apple Watch. Alors évidemment, on ne peut pas tester, hein, mais voilà. Je pense qu'au lancement, il va y en avoir plein. Hein. Absolument. En tout cas, c'est ce qui semble se profiler. À propos des Apple Store, on en parlait à l'instant. À propos donc du dispositif de vente à venir pour l'Apple Watch, il y a que quelques pays concernés, mais la reprise de smartphones contre l'achat d'un iPhone dans les Apple Store, c'est désormais possible. Est-ce que c'est possible aussi chez les APR, justement, Elie? Eh bien non, parce que figure-toi que nous avons une opération de reprise en cours qui a été prolongée d'ailleurs jusqu'à fin mai, où on a le droit de reprendre des choses, mais bizarrement, on peut reprendre tout contre un iPad ou un Mac, mais pas contre un iPhone. C'est-à-dire qu'on a le droit à la limite de reprendre un iPhone, mais contre un Mac. Ce qui est un peu bizarre. Et donc, on n'a pas le droit de proposer l'iPhone alors que l'Apple Store, oui, il peut. Donc, reprendre un téléphone contre un nouveau téléphone. Et donc, nous, on n'a pas le droit. C'est encore curieux, ça. En fait, c'est parce que Apple ne nous vend pas directement l'iPhone. C'est le seul produit, aujourd'hui, qu'Apple ne nous vend pas. C'est-à-dire que vous passez par des grossistes? Absolument. Tout à fait. D'accord. Et donc, ils peuvent dire, oui, mais on n'a pas aujourd'hui de contrat direct avec vous, donc c'est normal qu'on ne puisse pas vous faire participer à cette opération. Bon, écoute, on va suivre cette affaire. On sait combien Apple reprend les téléphones dans les Apple Store, ce qu'on peut lui apporter? Non, mais je pense que ça sera pas énorme. De toute façon, le problème, c'est que les offres de reprise dans les boutiques sont rarement aussi intéressantes que de revendre son appareil sur le web ou ailleurs, d'ailleurs, de particulier à particulier. À mon avis, alors, par contre, l'avantage, c'est que vous avez plus de sécurité. La question surtout, c'est que je me pose, c'est qu'est-ce qu'ils vont faire après de ces appareils? Est-ce qu'ils vont les remettre dans un circuit de refurb ou pas? Ça, une question ce qui se passe, en tout cas pour le reste, il y a un accord avec DataServe, qui est en fait une société qui s'occupe de recyclage. Et donc, nous, les machines qu'on récupère, Mac, PC ou tablette, on les renvoie et il y a tout un contrat qui est signé. En fait, ils garantissent que les données sont effacées, que les machines ne sont pas exploitables. Après, généralement, ils les détruisent. Peut-être qu'ils en recyclent quelques-unes, puisque en fonction de l'état de la machine, le prix, évidemment, de la reprise n'est pas le même. Si la machine est non fonctionnelle, ça vaut rien. Et sinon, le prix augmente en fonction de l'état général. Est-ce qu'elle est abîmée? Est-ce qu'elle démarre, etc. Il y a toute une série de tests à passer. Ok, Elie, à propos juste du combat, hein, ça pourrait devenir ça, en tout cas, des tentatives que vous faites les Apple Premium Resellers pour pouvoir vendre l'Apple Watch. On a ce tweet de Philippe Legrand qu'on salue, qui nous renvoie vers un article de Belgium iPhone, nos confrères, voilà, sur les APR qui se serrent les coudes, disent-ils. Donc, apparemment, vous êtes en train quand même de vous organiser, hein. J'ai pas encore de contact avec mes camarades belges, mais je pense que ça ne saurait tarder. Bon, très bien. Alors, on va passer à un autre sujet qui te passionne, c'est la voiture et CarPlay. On parlera peut-être, avant de se quitter, de Tesla tout à l'heure, si on a le temps. Moi, j'aimerais bien qu'on parle d'un sujet. T'inquiète pas, on va parler de Nintendo, on va y venir, Guillaume. La compatibilité CarPlay des applis iPhone, en fait, il y a très peu d'applis aujourd'hui qui sont officiellement compatibles. Elie, explique-nous. Oui. En fait, CarPlay étant une extension d'iOS qui permet de s'afficher sur une voiture, Apple, dès le départ, a indiqué c'est eux qui approuveraient les applications qu'on aurait le droit d'afficher dans sa voiture. Et c'est pour ça, CarPlay est une technologie très sympa au niveau de l'interface. Mais moi, depuis le premier jour, quand j'ai vu ça et que j'ai regardé de plus près la doc développeur, comment ça se passe, etc., je suis contre CarPlay parce que 100% des applis sont contrôlées par Apple, qui, déjà, c'est difficile d'avoir des applis approuvées dans l'App Store, parce que les critères moraux, parce que, etc., etc. Mais alors, dans CarPlay, c'est une catastrophe. C'est-à-dire que pour l'instant, il y a les applis Apple, certes, et ils en ont ajouté une ou deux de plus, mais c'est tout. C'est-à-dire que si tu as 1 million d'applis aujourd'hui disponibles sur l'App Store, tu vas en avoir 10 disponibles sur CarPlay et pas celles que tu veux. Par exemple, je prends un premier exemple. On est dans une voiture. La première chose que je mettrai moi là-dedans, c'est Waze. Pourquoi? Parce que ça me donne les radars.
Et ça, allons. Non, les zones de danger. Les zones de danger. Mais je ne cours pas vite, mais j'aime être informé. Avec une Tesla, tu roules pas. Ah, si, ça. Et donc, raconte-nous, Waze, CarPlay, comment ça se conjugue? Eh bien, ça ne se conjugue pas parce qu'Apple n'approuve pas l'appli, donc elle n'y sera pas. Un autre exemple, admettons que tu veuilles mettre YouTube parce que des fois tu es garé, tu attends tes gosses qui sortent de l'école ou autre chose et tu te dis tiens, je vais regarder la télé ou je vais regarder une petite série ou je vais regarder un petit clip YouTube. Eh bien tu peux pas parce que YouTube n'est pas approuvé. Donc tu as cette merveilleuse interface dans ta voiture. Par exemple, tu as une Ferrari avec CarPlay qui était la première à la sortir. Eh bien tu peux pas regarder de vidéos parce qu'Apple a décidé pour toi que non. Même si tu es garé, tu ne le feras pas. Ouais. C'est bien. Alors, la liste des applis compatibles CarPlay aujourd'hui, elle est hyper réduite. Alors, on la trouve sur 9to5Mac. Vous voyez, ça tient dans ce petit listing. Alors, il y a les apps Apple 100%, donc le téléphone, la musique, Maps pour les cartes, Messages, les podcasts. Il y a des applis qu'on trouve sur l'App Store et la nouveauté du jour, justement, c'est la compatibilité de l'appli Audiobooks qui va permettre, en gros, de pouvoir conduire tout en écoutant un livre audio. C'est aussi simple que ça. Oui. Mais ça distrait un peu, parce qu'un livre avec le bruitage, etc., je ne suis pas sûr que ça soit très... Enfin bon... Voilà. Et finalement, il y a des débats en fait sur tout ce qui peut distraire dans la voiture, mais bon, je pense que visuellement, évidemment, le problème c'est le regard. On t'apprend, la première chose que tu apprends quand tu conduis, c'est que conduire, c'est voir. Et si ton regard est tourné, tu réagis plus de la même façon. Ouais. Les personnes sourdes peuvent conduire, les personnes aveugles ne peuvent pas. Oui, c'est très juste. Ouais. Donc bon. C'est une réalité, je suis désolé. À ce qui me semble, il n'y a aucune interdiction de conduire si tu es sourd. Tu peux très bien, par contre, tu peux pas conduire si tu es aveugle. Donc là-dessus, oui, l'auditif peut constituer une source de perturbation, mais elle n'est pas aussi importante quand même que si c'est visuel. Après, le problème, c'est répondre. C'est qu'en fait, si tu es dans un mécanisme où tu réponds aux gens en même temps, c'est un peu plus compliqué. Enfin bon. Après, on n'a jamais interdit les autoradio quand même depuis 50 ans, quoi. Donc, faut pas non plus, 30 ans. Ouais. Après, tout jeter. Je pense que le problème, c'est après, on est dans une société d'hygiénisme qui fait qu'il faut absolument sécuriser tout le monde au maximum. Et après, des fois, ça va peut-être un petit peu trop loin. Voilà. Enfin, en tout cas, si on respecte les critères d'Apple, ils ont mis Apple Maps parce que c'est de la navigation, très bien. Pourquoi on peut pas mettre Google Maps? Bon, d'accord, c'est un concurrent. Mais Google Maps et Apple Maps, ça fait la même chose. Hein. Ouais. Parce que c'est un concurrent, justement. Je crois que tu l'as dit. Oui. Et le choix. Je pense que tu l'as dit. Quel choix? C'est un concurrent. Tu prends un téléphone Android, voilà. Alors justement, Élie, toi qui pour l'instant donc est un déçu de CarPlay, si j'ai bien compris, tu as trouvé une solution alternative. Absolument. Alors, explique-nous. Et j'ai testé en fait, donc là c'est juste la présentation, mais je l'ai testé. Donc c'est une société française, donc on avait vu ça pendant le salon de l'auto, c'était même passé dans Turbo. C'est une société qui a eu l'idée de faire en fait un afficheur AirPlay et non pas CarPlay, c'est-à-dire que on peut afficher en tête haute, en recopie vidéo, tout ce qu'il y a dans un smartphone, donc aussi bien Apple, donc iOS, que Android. Donc, il fonctionne avec les deux. Et ce qu'on a à l'écran du smartphone est à l'écran de cet afficheur que vous voyez là en petit. Et donc, en fait, comment ça marche? C'est très simple. C'est un hotspot Wi-Fi. Donc, dans le smartphone, il y a un réseau Wi-Fi qui apparaît. On se connecte et on fait recopie vidéo. Et tout ce qu'il y a dans le smartphone passe en affichage tête haute. Absolument tout. Donc là, il n'y a pas de limitation du tout. Donc finalement, quel intérêt à avoir CarPlay quand on peut tout récupérer sur son. C'est une extension de l'autoradio finalement. Ouais. Ben oui, c'est un tout petit peu le combat technique qu'on a dans les forums de passionnés auto et de technologie. C'est que CarPlay c'est très limité, alors que AirPlay est une technologie ouverte. Et donc plutôt que d'essayer d'implémenter CarPlay avec ses limitations, ça serait beaucoup plus sympa si les constructeurs mettaient AirPlay, après qu'ils mettent les freins qu'ils veulent sur la vidéo et autres. Mais par exemple AirPlay, la Freebox l'a mis. Ils ont mis 3 semaines à l'implémenter le protocole. Donc c'est relativement facile, c'est ouvert, c'est du domaine public. Donc si aujourd'hui un fabricant de voiture a envie d'implémenter AirPlay dans sa voiture pour faire de la recopie vidéo, il suffit qu'on puisse recevoir du Wi-Fi quand même. C'est faisable, je pense qu'Apple ne s'y oppose pas, parce que c'est un protocole ouvert. Je ne sais pas si Free a demandé l'autorisation à Apple de le faire, mais en tout cas ça marche très très bien.
Ok, bah voilà, on a donc retenu le nom de ce système qui s'appelle, Ellie, si je dis pas de bêtises, RegPop. Hein, on a vu le prix juste en dessous de 300 €. Voilà, c'est quand même. Le prix, c'est ça, c'est un peu cher, mais en même temps, ils disent que c'est un hotspot Wi-Fi, qu'en même temps, il y a un haut-parleur, il y a un moniteur de 6 pouces, 2, et en même temps, cette petite plaque qui permet de l'afficher en tête haute. La question que je leur ai posée, c'est pourquoi est-ce qu'on ne peut pas l'utiliser sans la petite plaque ? Et tout simplement, c'est parce qu'ils n'ont pas mis d'inversion de la vidéo. Donc, si on regarde en direct le moniteur, eh ben, on a la vidéo à l'envers. D'accord. Et ça, c'est dommage. D'accord. Mais sinon, 300 €, c'est un peu cher, mais c'est le premier produit aujourd'hui au monde qui fait ça. C'est français, donc bravo. Et peut-être que les prix vont baisser, on ne sait jamais. Ouais, on est dans des prix, alors c'est pas tout à fait le même produit, mais on est dans des prix comparables au kit de chez Parrot, hein, je crois au kit qui fait à la fois Wi-Fi, Bluetooth, enfin qui permet de récupérer grosso modo tous les contenus de son iPhone sur son autoradio. Absolument. Et avec on va un affichage déporté. Oui, et il va y avoir d'ailleurs un produit, peut-être pas concurrent parce qu'il limite le nombre d'applis qui s'affichent aussi, qui s'appelle Navdi, qui était sorti en Kickstarter, mais ça a été repoussé de 6 mois. La différence entre les deux, c'est que dans Navdi, il y a une interaction. C'est-à-dire que si on bouge, par exemple, on reçoit un coup de fil, ça s'affiche en tête haute, et si on passe la main comme ça, on prend le coup de fil, si on la passe comme ça, on rejette le coup de fil. Ah. Donc, et ça, c'est pas mal. Donc, ça permet d'avoir un feedback. Par exemple, dans la navigation, on peut zoomer. Il y a un geste qui permet de zoomer sur la carte, par exemple, ou des choses comme ça. Donc, mais l'affichage n'est pas, c'est pas de l'AirPlay complet. C'est-à-dire qu'on peut pas tout afficher. On affiche une partie des applications de l'iPhone. Ok, Ellie, bah merci pour cette découverte. Ça vaudrait le coup qu'on le teste. Toi, tu l'as pas commandé? Oui. Si. Ah. Oui. Je pourrais vous le montrer la prochaine fois. Je l'ai pas amené. Parce qu'on l'a laissé en démonstration dans le showroom. Vas-y vite avec Periscope. Allez. Voilà, c'est ça. D'ailleurs, à propos de Periscope, alors m'en voulez pas, mais comme je fais l'émission, je peux pas non plus être hyper actif, mais le live tourne toujours sur Periscope. Alors, j'ai perdu beaucoup de spectateurs. Ils sont plus que 2, donc si c'est vous deux, je pense que je fais vraiment un gros bide. Mais bon, j'avais posé l'iPhone parce que je pouvais pas tout faire, donc ça vise vers le plafond, vers les mousses acoustiques du plafond. Voilà, c'est pas très télégénique, mais en tout cas, le live tourne toujours. Voilà, je vous fais un petit coucou dans Periscope, ça marche toujours. En fait, voilà, nous sommes là, nous dit Eurosense. Nous aussi on est là, et donc c'est que ça marche. Guillaume, comme promis, je voulais qu'on se tourne vers toi pour aborder sans doute le sujet, non seulement le sujet du jour, mais peut-être le sujet de l'année. Il concerne une marque à propos de laquelle tu es totalement indifférent, c'est Nintendo. Et alors évidemment, de quoi tu parles. La grosse actu, c'est ça. La grosse actu de la semaine dernière, c'était l'annonce de Nintendo que Nintendo allait commencer à développer des jeux sur mobile, hein, donc en partenariat avec une société qui est spécialisée dans le mobile, avec échange de parts, etc. Donc ça, c'était quand même la grosse info, et comme tu es un spécialiste, j'aimerais bien que tu nous éclaires là-dessus. Mais il y a quand même l'info du jour. L'info du jour, elle concerne une version de Mario qui était jouable en fait dans Safari. Et donc, Nintendo a fait fermer. C'était quoi? C'était un site, une appli? Qu'est-ce que c'était? En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'un développeur a recréé avec le moteur Unity une version de Super Mario 64, donc il y a un jeu qui est sorti en 95-96. Donc il y a un vieux Mario, mais absolument excellentissime. C'est l'ancêtre du jeu. C'est le premier vrai jeu de plateforme 3D, vraiment, où on avait une vraie sensation de 3D. Donc c'était un jeu mythique. Et quelqu'un s'est amusé à le recréer en version Full HD. Donc, en fait, il a entièrement réécrit le premier niveau du jeu. Alors, il a changé un petit peu d'ailleurs de certains détails. Enfin voilà. Donc, il a refait quelque chose qui techniquement, effectivement, est assez chouette, il n'y a pas à dire. Mais le problème, c'est que Mario, c'est une marque déposée de Nintendo, et que là, il a recréé en fait tout un niveau complet. Et quand on regarde les copyrights, les droits de Nintendo, ils ont tout à fait le droit de le faire, puisque là, pour le coup, c'est du copyright infringement, comme on dit, dans toute sa splendeur. Hein. Donc, du coup, le site a reçu un avis de cease and desist, donc ils sont pris un arrêt dans la tête direct par le DMCA, donc le loi Digital Millennium Copyright Act
Impact américain. Et du coup, le site a fermé et voilà, il est mis en ligne et c'est plus disponible. Bon, ça dit. Mais c'était quoi? C'était une démonstration technologique, une manière de faire du buzz. Oui, voilà, c'était quoi après, l'idée? c'est une démonstration technologique. L'idée, c'était de faire une démonstration technologique sur le fait que le gars a pu refaire en HD donc ce niveau de Mario tout seul. Alors c'est vrai que c'est assez remarquable dans le sens où à l'époque, les équipes de développeurs, c'était 50 ou 100 développeurs pour faire Mario 64. Là, bon, il l'a refait tout seul, si tu veux, en Full HD. Donc c'est quand même, il faut tout recréer, il faut refaire tous les décors, toutes les textures, etc. C'est un énorme boulot. Donc techniquement, c'est très chouette, mais après, Nintendo, c'est effectivement tout à fait en droit de dire, non, quoi, on n'est pas d'accord. Il aurait fait quelque chose de différent, par exemple, il aurait fait un autre niveau, quelque chose qui avait totalement différent avec d'autres personnages. Ouais, mais ça restait Mario. Ça restait Mario. Rien que là-dessus. Tu prends la marque de Mario, qui est une marque que Nintendo exploite activement, tu peux rien faire, quoi. Voilà. C'est normal. Enfin, ce qui est arrivé est normal. Bon, et plus globalement, alors on n'a pas eu la chance de t'avoir il y a 15 jours pour cette énorme nouvelle. On a fait référence à l'interview que tu as donnée à Mac+, notamment. Tout à fait. Alors, comme je dis... Voilà, est-ce que c'était une surprise pour toi d'abord et qu'est-ce qu'il faut attendre de cette annonce de l'arrivée de certains jeux sur mobile? Moi, j'ai douché déjà tous vos espoirs. Si vous espérez avoir un Super Mario Bros sur votre iPhone, c'est mort. C'est pas le but de Nintendo. L'idée, en fait, derrière en fait, l'idée, c'est quoi? C'est qu'en fait, aujourd'hui, Nintendo fait du matériel qui fonctionne avec son logiciel. C'est l'idée d'Apple aussi, en fait. Nintendo, c'est une boîte qui a une philosophie très proche d'Apple, en fait, sur pas mal de points. Elle pense que le logiciel et le matériel fonctionnent ensemble. Et l'histoire de ces consoles a montré qu'effectivement, typiquement, si on prend Mario 64, par exemple, la dernière chose que Nintendo a dévoilée, c'était le joypad, le pad, donc le pad Raptor qui avait 3 branches comme ça. Ils l'ont montré vraiment à la dernière minute parce qu'en fait c'était quelque chose de tout à fait novateur pour l'époque parce que ça permettait d'avoir un vrai contrôle en 3D avec le pad analogique qui permettait de contrôler de façon très précise le personnage. Et aujourd'hui, Nintendo reste quand même un constructeur de matériel et qui aujourd'hui attaque aussi des marchés qui sont le marché des enfants jusqu'aux adultes. Alors que les smartphones, c'est plutôt quand même... Je dirais que pour acheter un smartphone, quand même, c'est des produits relativement chers. Et le type de jeu qu'on va rencontrer aujourd'hui sur smartphone reste quand même assez éloigné sur pas mal de points du jeu console. Moi, j'ai une 3DS, par exemple. Je joue beaucoup plus à 3DS que sur l'iPhone. L'iPhone, j'ai joué quand je suis coincé dans les toilettes pendant 10 minutes. Mais si je veux faire un vrai jeu au long cours, je vais pas prendre l'iPhone. Mais il faut pas croire. Tu sais, Nintendo, il y a 15 ans ou 20 ans, ils avaient fait une campagne où jouez-vous avec le vôtre, où c'était les gens ils montraient une cabine de toilette. Et c'est vrai, les gens jouent. Faut arrêter les gens jouent dans les toilettes, évidemment. Allez dans une boîte, n'importe laquelle, vous verrez que les gens jouent avec leur téléphone dans les toilettes, vous entendrez les sons. Faut pas se leurrer. Donc ça, pour le jeu occasionnel. Oui, le smartphone marche très bien et en fait les jeux comme Candy Crush Saga et autres ont cartonné parce que ce sont des jeux pas chers mais qui ont mis en place un modèle économique qui en même temps est assez dangereux. On revient peut-être un peu là-dessus un autre jour, mais on voit que ces boîtes qui ont son marché très vite style Rovio ou King marchent très fort au début et ont un modèle économique qui fonctionne très bien au début, mais ça s'essouffle très vite et ça ne tient pas sur la durée. Et aujourd'hui, ça tient sur un jeu, quoi. Ça repose sur un seul jeu. Ça repose sur un seul jeu, il est très difficile de se renouveler en fait. Nintendo, c'est pas du tout ça en fait. Ils ont un avantage très fort, c'est qu'ils ont des marques très fortes. Mario, Zelda, Star Fox et plein d'autres. Et Pokémon évidemment. Et bien sûr que l'idée des gens, c'est de se dire mais on veut avoir enfin Mario sur notre smartphone. Non, ce que va faire Dena avec Nintendo va aider Dena à faire des jeux qui vont être des jeux pour smartphone, qui vont permettre de mieux populariser encore les personnages de Nintendo pour ensuite pousser à aller aux jeux console. Et je pense que c'est la réaction la plus intelligente. Pourquoi ? Parce que les contrôles des jeux smartphone sont majoritairement, je dirais bien majoritairement, pas adapté. Le touch sur le smartphone n'est pas adapté au type de jeu qu'on va rencontrer sur console. Un jeu comme Super Mario est juste injouable, et je dis clairement, et sera injouable avec sa complexité actuelle qui demande beaucoup de boutons sur un smartphone. Donc Nintendo continuera à faire des consoles classiques, continuera à faire des jeux classiques, et par contre il y aura peut-être des nouveaux types de jeux qui viendront. Ce ne seront pas les Mario que vous connaissez, ce sera autre chose. Bon, il nous reste... Rassure-nous. Est-ce qu'on pourra avoir au moins Pokémon ? Non, même Pokémon. Pokémon, c'est ce qui fait vendre de la 3DS. Mais les nouveaux, que les. Voilà.
Pokémon fait vendre de la 3DS. Par contre, il faut savoir que Nintendo s'est déjà mis, par exemple, au freemium. Il propose sur la 3DS un jeu Pokémon en téléchargement. C'est un Pokémon façon Candy Crush Saga, ou je sais plus lequel, qui est en téléchargement gratuit. Et on peut jouer avec directement. Allez, il nous reste... Donc, ils expérimentent des choses. Il nous reste 2 minutes 30. Il y a 3 sujets que je vais aborder et des images que je veux absolument vous montrer. Les premières, ce sont les images de la nouvelle tablette que Microsoft a dévoilée il y a quelques heures. Alors, on connaissait la Surface Pro 3. Voilà la Surface 3. Qui est une version beaucoup plus abordable puisqu'elle est exactement au même prix que l'iPad Air 2, $499. Voilà, la Surface Pro 3 qui était une tablette haut de gamme, vraiment excellente. Microsoft qui devient vraiment très agressif là, à la fois sur le prix et sur les caractéristiques. Voilà, l'une des nouveautés, c'est le changement complètement de stratégie de processeur, puisque c'est une tablette sous processeur Intel, voilà, qui vient donc concurrencer directement l'iPad Air 2. On sait que Microsoft vient de loin. Voilà, Puis selon pour la stratégie avec les partenaires et tout ça. Hein. Là, de toute façon, maintenant ils s'en foutent, ils font leur hardware, ils le vendent et basta. Ils sont en train de se repositionner complètement contre Apple et contre aussi leurs partenaires historiques. Voilà, sorti donc le 5 mai, on a vu la date passer. Un mot, Elie, de ce site que tu m'as indiqué, qui permet de suivre les cyberattaques du net en temps réel. Allez, t'as 45 secondes pour nous raconter. C'est assez rigolo, tu as un lien pour la vidéo si tu veux le montrer. C'est quelqu'un qui, en fait, c'est un site qui affiche les attaques qui ont lieu et c'est souvent de pays vers pays. Donc tu vois très souvent que ça part de Chine et que ça attaque des universités en Californie et des choses comme ça, qui des fois répondent. Et puis j'ai trouvé aussi assez rigolo, des fois c'est la France qui attaque d'autres sites ou d'autres pays. On se demande pourquoi. Mais enfin voilà, c'est les cyberattaques en temps réel. C'est rigolo comme tout. Voilà, alors j'essaie de charger la carte, mais j'arrive pas à l'afficher. En tout cas, elle se charge depuis que tu as commencé à en parler. Voilà, je vous conseille donc d'aller faire un tour sur ce site. Donc c'est c'est sur sciencepost.fr et vous trouverez, voilà, on la voit la carte. Tu peux nous expliquer ce qui se passe là, Elie, en 2 secondes ? En fait, il y a des points de départ. Normalement, il y a des flux. Donc tu vois partir une sorte, comme si c'était des missiles qui partent de l'endroit et qui atterrissent dans l'autre. Et puis là, en défilement, il y a la liste des sites, l'origine des attaques et la destination des attaques. Donc c'est purement informatif, hein, mais c'est rigolo comme tout. Ça permet, on peut après faire des classements par pays. Donc là-haut, vous avez les origines des attaques en haut à gauche. Donc on peut voir si c'est les Chinois aujourd'hui ou les Américains qui sont en train d'attaquer leurs voisins. Voilà. C'est rarement les Chinois, je crois. Bon, allez, plus qu'une minute. Allez, avant de nous quitter, il nous reste 30 secondes. Je voulais vous montrer juste ces images prises par un drone, images du survol du chantier du nouveau campus d'Apple à Cupertino. Ça monte. Alors, voilà, beaucoup disent que c'est les plus belles images faites à ce jour. On est en 4K et donc on est à Cupertino. Vous voyez que les travaux avancent. Hein. Souvenez-vous la dernière vidéo qu'on avait montrée. On était encore complètement au niveau du sol. Là, on commence à créer les étages et bon, c'est un chantier moi, vraiment. Ce que j'aimerais voir, c'est ce qu'il y a dans les sous-sols surtout. Mais oui. C'est intéressant. Les fondations doivent avoir aussi beaucoup de choses parce qu'on voit la partie visible, mais on voit pas ce qu'il y a en dessous. Absolument. Voilà, ça restera sans doute un mystère, mais en tout cas, voilà les superbes images que vous retrouvez sur YouTube du chantier du campus d'Apple à Cupertino. Voilà, je voulais vous remercier les garçons pour cette heure qu'on a passée ensemble comme ça, avec toutes ces cyberattaques qui ont eu lieu pendant qu'on se parlait. On espère que la soirée sera bonne en tout cas pour vous. Merci beaucoup, Elie. Je t'en prie. À bientôt. Merci à tous. Et merci Guillaume. Salut. On se retrouve la semaine prochaine, mardi 20h, 21h sur Watch TV pour un nouveau numéro d'iWeek, toute l'actu Apple en live. Salut à tous.